Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de PLB Club. PLB Club numéro 6. On va parler comme d'habitude de foot anglais et de foot allemand, donc de Première Ligue et de Bundesliga. Mais vu les circonstances, on va évidemment parler aussi des Diables Rouges. Salut Phil. Salut Philippe. Salut Jean-François. Salut Philippe. Nous y sommes à la Coupe du Monde. Bon, on a attendu un petit peu plus que prévu, mais on y est. C'est là l'essentiel quand même, non Jean-François? Qualifié, tête de série, voilà. Je dis pas que tout va bien, parce qu'évidemment, il y a des choses... voilà. Il y a une chose qu'on sait, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on ne fait probablement plus partie du top du top au niveau mondial. Aujourd'hui, on a bien vu que des équipes comme l'Espagne, des équipes comme l'Argentine, des équipes comme, je sais pas, voilà. Pas l'Italie. Le Portugal. Non, c'est ça, l'Italie n'y est pas encore. Non, mais ils nous sont largement supérieurs aujourd'hui, et donc, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire quelque chose de beau pour l'été. Hein. 7e qualification pour un grand tournoi d'affilée, quand même. Je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. On parlait d'Italie, qui a loupé les 2 dernières Coupes du Monde et qui doit encore se farcir des barrages. Ils ont été battus 1-4 par la Norvège, Phil. Donc... Voilà, la Norvège, c'est la toute belle surprise de ce tournoi, quand même. Ils ont marqué un nombre invraisemblable de buts. Évidemment, il y a Haaland, mais il n'y a pas que Haaland dans cette équipe. Et j'ai lu quelque part qu'ils étaient placés comme favoris par certains bookmakers pour la Coupe du Monde. C'est peut-être un peu tôt. Il faudra nous expliquer quand même. Il y a Haaland, c'est vrai, mais bon, on verra. On verra, ce sera peut-être l'une des choses. C'était pas un groupe facile. Il y a un lien entre la Norvège et les pays dont on va parler au niveau footballistique, c'est qu'il y en a beaucoup qui jouent en Allemagne et qui jouent en Angleterre. Hein, donc c'est vraiment une équipe avec une base solide. C'est vrai, en tout cas tout le monde est content, toute la Belgique est contente que nos Diables soient... Toutes, je ne suis pas sûr. Pourquoi? Quand j'entends certaines remarques de l'autre côté de la frontière linguistique, je ne suis pas certain. On va y venir dans un petit instant. Mais en tout cas, nous, en plateau, on est contents. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ça, c'est une autre... Moi, je suis content aussi pour Curaçao. C'est le plus petit État du monde qui se qualifie pour la première fois. Enfin, pas du monde, mais à la Coupe du Monde, c'est le plus petit État. 150 000 personnes et ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. C'est quand même pas mal. Pas mal. Et, ce sera sympa. Il y a souvent comme ça des équipes qu'on découvre et qui apportent un petit peu de fraîcheur dans les tournois. On verra ça. Bon, on a encore 7 mois pour y penser. Quelques réflexions sur les 2 dernières prestations des Belges ces derniers jours. Quelques réflexions, surtout basées sur le match au Kazakhstan, parce que hier, on sera d'accord pour dire que c'était une petite promenade de santé. Tout le monde s'est bien amusé, sauf, je pense, le Liechtenstein, bien entendu. Mais voilà, on va commencer par cette phrase qui avait été lâchée par Jérémy Doku après le partage au Kazakhstan. Si on a besoin de Romelu, Kevin et Thibaut dans ce genre de match, on n'a rien à faire à la Coupe du Monde. Vous en pensez quoi? Il a raison, non? Oui, il a raison, voilà. Évidemment. Ils ont un niveau supérieur à ce genre d'équipe. Il faut le prouver sur le terrain. Maintenant, c'est vrai que ce match nul est un peu décevant, mais ils n'ont pas eu un groupe extrêmement compliqué non plus. Il fallait en sortir premier. Ils l'ont fait. Peut-être pas toujours à la satisfaction de tout le monde, mais enfin bon, le contrat est rempli. Autant je comprends la phrase, autant je ne comprends pas l'analyse qui en est faite après, et surtout ce qu'on en ressort, c'est-à-dire presque une problématique, alors qu'il fait un constat simplement de dire si on n'est pas capable de gagner sur ces 3-là, je ne pense pas que c'était qu'il fallait aller voir beaucoup plus loin que ça. Mais bon, comme toujours, ça génère 36 000 commentaires. C'est aussi, Jean-François, parce qu'il a déclaré qu'il n'était pas sûr que le staff ait bien analysé l'adversaire. Oui, mais je ne suis pas sûr non plus qu'il fait le bon choix au moment où il centre. Bon. On peut polémiquer longtemps. Voilà. Bon, il y a une rumeur aussi qui dit que Garcia n'est pas soutenu par la Fédé. C'est la période des rumeurs alors qu'on vient d'être qualifié. C'est quand même assez bizarre. C'est typique de notre pays. Cela dit, ça se passe aussi dans d'autres pays. Oui, à se demander parfois s'ils ont quelque chose d'intelligent à raconter. Voilà, dans les analyses. Je sais pas, on est qualifié. Enfin, je veux dire, la seule chose que j'ai vraiment entendue d'intelligente sur tout ce que j'ai lu, enfin, ce que j'ai lu, parce qu'entendu, voilà, mais lu, c'est une réflexion dans la presse écrite avec quelqu'un qui faisait remarquer que chez les Flames il y avait un problème, que chez les U17 il y avait un problème, que chez les Espoirs il y avait un problème et que l'équipe A il y avait ça tout aussi. Voilà, et donc du coup le problème est peut-être plus ancré, plus profond que de simplement savoir si Garcia a bien fait de mettre celui-là ou celui-là, parce que pour le coup c'est pas lui qui a choisi de se priver des trois joueurs de base à ce moment-là non plus. Donc voilà, il y a des polémiques où il y a des agitations qu'on fait dans un verre d'eau qui, moi, sont un peu agaçantes. Pas de panique, pas de panique. Vous vous souvenez de la France d'Aimé Jacquet? Oui. 1998, champion du monde, les héros. Mais avant la Coupe du Monde, c'était la catastrophe. Aimé Jacquet était massacré. Guy Thys, vous vous souvenez, 86, avant la Coupe du Monde, massacré. Et on était en demi-finale. À la rigueur, ça porte bonheur peut-être.
Oui, mais ça remet assez bien en perspective parfois aussi les bêtises qui sont racontées dans les analyses. On est d'accord là-dessus. Allez, autre réflexion, et là, on en revient au jeu. Ça concerne Mats Sels. Bon, on rappelle le contexte. Courtois, on va dire, était dispensé pour ce rassemblement-ci. Donc Sels s'est retrouvé titulaire contre le Kazakhstan. Il a aussi été un petit peu critiqué sur le but, même si le ballon a été dévié. Il se retrouve sur le banc des réservistes face au Liechtenstein et c'est Lamens qui joue. D'où la question, est-ce que le statut de numéro 2 de Sels est mis en danger? Parce que moi j'ai déjà entendu ça, des gens qui disent oui mais Lamens c'est l'avenir. C'est toujours compliqué. Hein. Il a profité évidemment d'une très très bonne saison en Angleterre la saison dernière. Sels, ça se passe un peu moins bien, mais c'est pas sa faute non plus. C'est le club qui a fait des choix qui étaient un petit peu bizarres. Et puis je pense que Lamens, lui, par contre, il a la chance d'avoir tout de suite de la réussite dans un club qui était problématique. Donc forcément, moi je trouve que c'est logique aussi que Garcia puisse essayer d'utiliser deux gardiens qui ont un très bon niveau dans ces matchs-là. Ça me paraît logique. Ceci dit, Sels sur le banc ou Lamens dans les buts, je pense qu'ils ont touché autant de ballons l'un et l'autre, donc c'est pas très grave. C'est pas très grave en soi. Et alors, ce que je voulais peut-être souligner par rapport aussi à ce qu'on a vu maintenant, c'est que oui, en effet, ça va un peu moins bien globalement pour l'équipe, puisque quand on parle d'une clean sheet, c'est toute l'équipe qui bénéficie de cette clean sheet là. Donc voilà, quant à faire des comparaisons, c'est toujours compliqué parce que moi j'entends toutes les analyses sur Lamens depuis qu'il est dans les buts, et c'est très bien et je l'encourage et c'est formidable que Manchester ait pu faire des résultats depuis qu'il est dans les buts. Maintenant, ses prestations personnelles ne sont pas totalement irréprochables. Hein. Donc quand on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça c'est encore, je veux dire, un choix journalistique. Le fait qu'il joue hier, Lamens, il fait partie du groupe aussi, c'est un match particulier. Pourquoi pas, évidemment. Il ne faut pas en tirer de conclusion hâtive. Le fait d'avoir 3 gardiens titulaires dans leur équipe à ce niveau-là, c'est quand même mieux que de ne pas en avoir du tout. Hein. Non, effectivement. De toute façon, il y en a un qui est d'accord quand il est là, c'est... Oui, mais est-ce qu'il sera là à la Coupe du Monde? Oui, il sera là. On verra bien. On verra bien. Bon, ok, ça c'est pour 16. Autre diable sur lequel on voulait revenir, Timothy Castagne. Très bon match contre le Kazakhstan. Un superbe assist pour Van Aken. Aligné hier sur le côté gauche face au Liechtenstein. Et lui aussi, d'une certaine manière, il souffre d'une situation un peu problématique dans son club, Fulham, parce que il n'est pas vraiment titulaire. Quand Tété, le Néerlandais, est là, c'est lui qui joue. Et Timothy, lui, il est sur le banc. Ouais, sur les 4 derniers matchs, il en joue un. Donc les 4 derniers matchs de Fulham, je parle, en championnat. Donc il en joue un. Donc c'est vrai que quand Tété est là, il n'est plus tout à fait indispensable dans cette équipe de Fulham. Et pourtant, je trouve quand même que ses prestations sont plus qu'intéressantes quand il est en équipe nationale. Oui, regardez, contre le Kazakhstan, ce sont de très belles stats. Et puis, juste à côté, ce sont ses sélections avec Rudy Garcia. Il est incontournable au niveau de la sélection lorsqu'il n'est pas blessé. Hein. Oui, et puis il a des options. Il a la possibilité de jouer à gauche et à droite. Il est quand même très offensif pour un latéral. C'est ce qu'on demande à des équipes modernes aussi. Donc je pense que sa polyvalence, c'est une garantie de l'avoir dans l'équipe et qu'il peut rendre des services, quoi. Mais sa situation à Fulham, si ça devait s'éterniser, ça ne posera pas un problème au niveau de l'équipe nationale, mais au niveau de lui, de sa propre confiance et son propre rythme, ça on peut se dire quand même que ce n'est pas la situation idéale. Voilà. Non. Mais je pense quand même qu'il aura du temps de jeu dans ce contexte-là aussi. Il aura du temps de jeu à Fulham. La saison est longue et en Angleterre, on sait que c'est quand même très, 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 très lourd. Donc oui, bien entendu. Et en général, lorsqu'il reprend sa place, il fait de bons matchs, il reste dans l'équipe. C'est souvent des périodes, des blocs, blocs avec Timothy. Bon, on aurait pu parler d'autres diables. Onana qui est revenu, Van Aken qui a porté le brassard de capitaine, Salemaker qui a fait un bon match encore hier. Puis les jeunes, que ce soit Seyss ou De Winter. Un mot peut-être encore par rapport à l'un des diables que vous avez vu ou... Il y a le retour de Tielemans aussi qui est important aussi. Après, il faudra voir comment on va caser tout le monde dans l'équipe aussi. Une fois que De Bruyne, Lukaku reviennent de blessures, ça risque d'être compliqué. Ouais. Des déçus, il y en a toujours. Oui, et on avait dit qu'on allait souligner peut-être... on avait dit en préparation d'émission qu'on disait un petit mot sur Lavia quand même. Ah oui, Lavia qui est blessé, bien sûr, oui, qui a rechuté. Ça, c'est quand même une nouvelle tuile pour lui. On a un peu l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Ouais. En même temps, je trouve qu'on parle beaucoup d'un joueur absent, donc c'est pour ça qu'on ne va pas en parler trop. Qu'il revienne à la compétition d'abord, qu'il se reconstruise d'abord, et puis on verra si on peut compter sur lui ou pas avec la Belgique. Mais dans le noyau actuel, il y a déjà beaucoup de monde à ce poste-là. Oui, à ce poste-là, c'est vrai. Et puis il y a Duranville aussi qui est revenu avec les espoirs après sa longue blessure à la clavicule. C'est important aussi.
qui n'a pas été extraordinaire avec les exploits, avec les espoirs non plus. Donc, non. Voilà. Mais qui doit retrouver du rythme après quand même une longue blessure. C'est une bonne chose quand même qu'il soit de retour et on espère aussi que lui soit épargné par les blessures parce qu'il en est toute une série aussi. Ok, on passe à la deuxième partie de l'émission et là, comme d'habitude, on va parler des affiches du week-end. Et on va commencer par l'Angleterre avec un petit retour d'abord sur les prestations des Belges lors de la dernière journée, donc il y a une dizaine de jours. Ce que l'on note surtout, les amis, 3 buts marqués, Doku, Onana, Trossard, et 3 frappes assez extraordinaires à l'extérieur du rectangle. C'est suffisamment rare pour être souligné, parce que c'était quand même... Il fut un temps où on dominait le championnat d'Angleterre au niveau des statistiques, et c'est vrai que maintenant ça fait du bien d'avoir ces 3 joueurs-là qui le même week-end en tout cas parviennent à marquer les esprits et voilà, c'est bien pour eux sur le plan personnel, mais c'est bien aussi pour l'image du football belge. Il y a un petit assist aussi pour Tielemans, Phil, qui est revenu. Bon, ce sont les joueurs de pointe qui reviennent un peu dans le rythme. Onana, Tielemans avec une équipe d'Aston Villa qui peut encore faire de belles choses cette saison. Donc ça, c'est encourageant. Puis on voit que le seul blessé, c'est de nouveau Roméo Lavia. Ça veut dire que les autres reviennent petit à petit. Il y en avait beaucoup quand même en début de saison. Ok, la première affiche dont on va parler, affiche intéressante évidemment entre Newcastle et Manchester City. Ce sera samedi à 18h30 sur PlaySport. Et la question que l'on se pose, je pense qu'elle mérite d'être posée, est-ce que Eddie Howe est en danger? Newcastle est 14e avec 2 petits points seulement sur le premier relégable qui est West Ham. En danger? Danger, je ne sais pas. Ça fait 4 ans qu'il est là maintenant. Il est dans un projet où il y a beaucoup de ressources financières et en même temps on ne dépense pas à tout va non plus, donc voilà, je sais pas, si ça devait évidemment s'éterniser en termes de mauvais résultats, peut-être qu'il serait en danger. S'il parvient à redresser la barre dans les prochaines semaines, je pense qu'il sera plus ou moins tranquille, mais on le voit sur le tableau. La saison est beaucoup plus compliquée. 12 points sur 33. Là, il en avait 18. 5 défaites. Voilà, 5 défaites. Mais peut-être un début de saison plus compliqué aussi. Bon, il faut voir. Je crois quand même que c'est un club qui s'est inscrit dans la durée, contrairement à ce qu'on a pu dire au début. Et j'ai l'impression qu'on va au moins lui garder la confiance jusqu'en janvier. Encore une fois, si ça reste à ce niveau-là, ce sera plus compliqué. Mais là, pour l'instant, il n'est pas en danger, à mon avis. C'est quand même son pire départ depuis son arrivée en 2021. Est-ce que c'est pas aussi un petit échec pour le projet saoudien? Parce qu'ils sont arrivés avec les millions, etc. Oui, non, parce et puis, ils ont gagné la Coupe de la Ligue la saison dernière, mais à part ça, ils ne sont jamais mêlés à la course au titre. Oui, mais en même temps, quelle est l'attitude des Saoudiens? On voit bien, ils avaient l'argent nécessaire pour garder, par exemple, Isaac. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont vendu. Oui. Donc, à un moment donné, c'est qu'ils veulent quand même, à un moment donné, aussi avoir un équilibre financier dans tout ça. Et donc, derrière... il ne faut pas oublier aussi, il y avait un reportage sur Newcastle à l'époque où ils avaient été repris par les Saoudiens. Et en fait... On a toujours l'impression que parce que les Saoudiens sont dedans, c'est un des clubs les plus riches du championnat anglais, mais ce n'est pas vrai. Parce que ce que vous pouvez investir dans un club anglais dépend aussi de vos revenus. Et Newcastle n'est pas dans le top par rapport à Chelsea, par exemple. Donc ça relativise les choses. Et ils font une très bonne affaire en vendant Alexander Isak. Donc il y a, je pense aussi, une volonté d'avoir une gestion saine, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Et les résultats, ils vont venir à la longue, parce qu'il me semble qu'il disait quand même que le projet était étalé sur 10 ans pour remettre Newcastle sur la voie d'être potentiellement champion d'Angleterre. Ce regard-là, effectivement, est intéressant et remet un petit peu les choses en place. 2 défaites d'affilée, 3-1 à Brentford et 3-1 à West Ham. La grosse faiblesse au niveau sportif du côté de Newcastle, c'est évidemment l'attaque. 17e attaque. 5 buteurs seulement. Bon, alors évidemment, le raccourci est vite fait avec le départ d'Isaac. Mais il a rapporté quand même 150 millions, Isaac. On ne peut pas tout avoir non plus. Voilà, il faut du temps aussi pour Nick Woltemade, qui est quand même titulaire en équipe d'Allemagne. Il a joué le match qui était important, et il marque. Donc c'est un joueur qui doit un peu s'habituer aussi au championnat anglais, mais qui a certainement le potentiel pour être un très bon attaquant dans ce championnat. Je suis assez d'accord avec cette analyse-là aussi. Je pense qu'il y a encore du potentiel dans cette équipe. Et puis, c'est un match qui va se jouer à domicile aussi. À domicile, ils ont perdu contre Liverpool et ils ont perdu contre Arsenal. Et donc, c'est le 3e qui se déplace, le 3e grand d'Angleterre, Manchester City. Alors, est-ce que jamais 203 ou pas? Ça, c'est un peu la grande question de ce week-end. Mais je pense qu'ils sont capables, en tout cas, face à une équipe comme Manchester City, de peut-être réussir un exploit à domicile. Attention qu'après les trêves internationales, il y a beaucoup de joueurs qui ont voyagé, qui ont beaucoup bougé, qui ont parfois beaucoup joué. Donc on va voir à Newcastle aussi. À Newcastle aussi, mais enfin,
ça peut être effectivement. Et ces dernières saisons sont des matchs très spectaculaires entre Newcastle et Man City. Il y a beaucoup de buts en général. Oui. Donc à suivre. Dans une ambiance qui est toujours extraordinaire, quand même, celle de chouette stade. De St. James's Park. Il y a un petit souci en défense aussi quand même. On ne va pas s'attarder dessus, mais quand on voit le match face à Brentford avec Dan Burn, qui commet un penalty, presque 2, qui est exclu, qui a connu vraiment un match très compliqué. Voilà, c'est un peu dans les 2 secteurs de jeu qu'il faut. Mais qui a quand même joué en équipe d'Angleterre aussi. Oui. Ah, mais j'ai pas dit que c'était mauvais, hein, mais bon, un petit peu de fébrilité de ce côté-là. Par contre, en Ligue des Champions, ils ont 9 sur 12. Hein. Bon, la Ligue des Champions. Ben voilà, alors que la compétition est en principe plus relevée. Donc, faut voir. C'est une équipe. Lyon, ils ont joué contre Bilbao, contre Benfica, 3 victoires et battu par le Barça. Par le Barça à domicile. Par le Barça. L'équipe de Newcastle, bien. On passe. Donc Manchester City, deuxième à 4 points d'Arsenal. De très belles performances. 3-0 contre Liverpool et 4-1 contre Dortmund. Juste avant, en Ligue des Champions. C'est pas mal quand même. C'est assez même. Je ne vais pas dire que c'est impressionnant, mais les 2 dernières rencontres ont quand même été assez positif, très positif même pour les Citizens. De toute façon, si on compare l'année dernière, c'était leur période dramatique, la saison dernière, octobre-novembre, où ils avaient gagné un seul match sur 10, je crois. Donc ça se passe beaucoup mieux. Ils sont en progrès par rapport à ce qu'ils ont fait en début de saison, la saison dernière. Je pense que l'équipe tourne bien. Tourne bien avec ce qu'on a déjà dit dans les émissions précédentes aussi, une certaine forme d'Alan-dépendance quand même. Oui. Et donc, il faudra voir aussi, il est en pleine forme pour le moment, au-delà de sa forme en club, il a sa forme aussi en équipe nationale, donc il est sous son petit nuage pour le moment. Donc voilà, c'est un élément clé de cette équipe. Je constate aussi que Pep Guardiola a l'air de dire que son équipe progresse. Donc si lui dit ça, c'est que voilà, c'est en principe, il est le mieux placé pour le dire. Reste maintenant à confirmer ça sur la pelouse des Magpies ce week-end, parce que ce ne sera pas un match simple quand même. Ils vont être bousculés. Oui, mais City, moi j'ai toujours un doute par rapport à eux, c'est qu'ils n'aiment pas être bousculés. Ils n'aiment pas dans des matchs, dans des matchs où il y a de la qualité technique, etc. Ils existent, mais quand ils sont vraiment bousculés, et là je pense que c'est une belle carte à jouer pour Newcastle ce week-end. Vraiment aller les chercher, leur faire mal sur le plan athlétique, pas les blesser, mais mal dans le sens des courses de l'engagement, des duels. C'est là que City peut souffrir. Oui, ils ont besoin de points. Donc du côté de Newcastle, il n'y a pas d'alternative dans ces conditions-là. Bon, on parlait de Guardiola contre Liverpool, c'était son 1000e match. Hein, on le rappelle, on en a beaucoup parlé. Les 1000 matchs de Guardiola sur un banc de touche, c'est pas le seul évidemment avec ce total-là, mais c'est quand même un cap. Et puis Phil, quand on regarde en termes de pourcentage de victoires, c'est 72%, ça veut dire 720 victoires en 1000 matchs, c'est quand même exceptionnel. Il est très loin devant les autres. Et en même temps, on a vu dans le petit graphique aussi qu'il a entraîné, il a 3 vies, Barcelone, Munich et City. Donc c'est pas mal comme club, vous direz, on gagne plus en termes de moyens mis à sa disposition, c'est quand même le très haut de gamme. Donc c'est des résultats. C'est exceptionnel. Hein. Oui, c'est exceptionnel, mais il a le matériel pour arriver à faire ça. Mais il en tire le meilleur. Il en tire le meilleur. Et puis, dans cette liste-là, dans les 1000 matchs, il y a aussi les matchs avec l'équipe B. L'équipe B, c'est là qu'il a commencé. Bon, il n'y en a pas énormément. C'est un produit, déjà en tant que joueur du centre de formation de Barcelone. C'est une institution à Barcelone. Et quand il est arrivé en première division, on doutait un petit peu. Je me souviens que je doutais un petit peu de sa réussite. Sa première année était extraordinaire en tant que coach pour Barcelone. Mais il a fait bouger un petit peu les lignes cette année par rapport à la saison dernière, même dans son management, dans sa façon de gérer certains joueurs, etc. Bref, c'est un gros noyau. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Il y a Jérémy Doku qui est aussi sur son petit nuage pour le moment. Donc nous, on suit ça avec beaucoup d'attention. Et cette complémentarité Alan Doku, ça se passe bien. Donc en principe, ils sont peut-être favoris, mais... Et puis il a aussi intégré un Nico Gonzalez. Bon, Rodri est de nouveau blessé. L'année passée, c'était un gros souci quand même parce que c'était un homme clé dans la structure. Maintenant, il y a Gonzalez. Ils ont eu le temps de s'adapter. Voilà, il a eu le temps de s'adapter au jeu aussi. Et je pense qu'il rend beaucoup de services dans l'entrejeu. C'est beaucoup plus stable que l'année dernière, j'ai l'impression. Pour en revenir à Guardiola, son meilleur ennemi, c'est qui? Ou c'était qui? Comme coach? Oui. Klopp, oui, Jürgen Klopp, évidemment. Klopp, voilà. Donc, regardez cette petite séquence. Jürgen Klopp qui rend hommage à son ami Pep pour ces 1000 matchs. Pep, my friend,
welcome to the 1000 club. I said it a million times. It was a pleasure and it was an honor to face you that often during our career. Most difficult games, but anyhow, the games I enjoyed the most because you were and you are an inspiration to all of us. The way you understand football is pretty much second to none. The desire you show every day is absolutely outstanding. So, yeah, another legendary club you are a member of now. On to the next 1000. Okay, all the best. Speak soon and have a wonderful celebration. Maybe you celebrate it with a glass of red wine. Le fameux rouge de Liverpool, le vin rouge peut-être aussi de Liverpool. Je ne sais pas s'il venait de se lever. J'allais le dire. J'allais le dire. Je sais pas. C'est le décalage horaire. Ouais. Non, je trouve que, je ne sais pas comment Pep Guardiola prend cette intervention. Enfin, avec plaisir. Évidemment, il peut le prendre que bien, mais je pense que quand on dit qu'il a innové, il a compris beaucoup de choses, et c'est vrai, il y a un impact Guardiola dans le football international. Alors, est-ce que c'est l'impact Guardiola, est-ce que c'est la patte Barcelone qui s'est imprégnée sur le reste, etc. Mais enfin, il a modifié parfois des structures du jeu dans les clubs où il est passé. Je pense au Bayern, je pense à City. Il a vraiment amené quelque chose, et donc voilà. Et en fait, vous savez que Klopp est l'entraîneur que Guardiola a le plus rencontré dans sa carrière. 30 matchs, 11 victoires pour Guardiola, 7 partages, 12 victoires pour Mr. Jürgen. Une petite victoire en plus. Mais il savait comment les prendre. Je disais tout à l'heure, il faut aller les bousculer, il faut aller les chercher, cette équipe de City. Et juste derrière, les entraîneurs qui ont aussi beaucoup affronté Guardiola, c'est Pochettino et Mourinho, 25 fois. Voilà pour la petite histoire. Donc Guardiola a fêté son 1000e match avec une victoire quand même mémorable et importante, bien sûr. 3-0 contre Liverpool, c'est pas mal. Et l'homme du match, l'homme de cette rencontre, c'est vraiment Jérémy Doku, qui était exceptionnel, qui a obtenu une cote de 9 sur 10 chez nos confrères de Sky, qui sont quand même souvent sévères, juste mais sévères, et des stats uniques. Vous savez que ce sont des stats, je vous laisse les commenter dans un instant, selon Opta, on n'a plus vu des stats pareils depuis Eden Hazard en 2019, un match face à West Ham. Ouais, et Bradley cherche toujours le ballon. Il est toujours en train de le chercher. Franchement, quand on parle d'un défenseur, ça faisait longtemps que j'ai plus vu un défenseur qui a été autant tourné. Franchement, il en a vu toutes les couleurs dans ce match-là. Il vous rend fou, hein. Donc, il n'a pas été assez aidé. Enfin, on a vu beaucoup d'équipes travailler à deux contre deux coups parce qu'on est tout à fait d'accord. Et là, c'était presque naïf. Il s'est retrouvé très seul. Et ça souligne encore un peu plus le problème de Liverpool au niveau de la défense, je pense. Ouais, après, quand on a Doku, on sait très bien qu'il mobilise 2 ou 3 défenseurs, au minimum 2. Ça peut créer des déséquilibres inévitablement. Donc, sa force, c'est pas uniquement quand il a le ballon. La peur, c'est de libérer Haaland. Oui. Forcément, il faut faire des choix, mais ça n'a pas été efficace dans ce match-là. Sa progression, qui est quand même importante cette saison, Doku, il la doit, je pense tout d'abord à son travail, il la doit à Guardiola, mais à d'autres entraîneurs aussi, dont un certain Thierry Henry, qu'il a connu chez les Diables, puisque Thierry Henry était adjoint chez les Diables, et ils se sont retrouvés lors d'une interview en duplex. C'est assez amusant. Bon, c'était pas juste après le match contre Liverpool, c'est un tout petit peu avant, quelques jours après le match contre Dortmund. Mais écoutez, c'est amusant et intéressant. First and foremost, congratulations. Alles goed? Thank you. All good? Alles goed. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bon, we're going to carry on in English, sorry. But well done anyway. I'm proud of you. Thank you. Thank you. Can you share with us something that maybe you feel like you learned from Thierry? Yeah, obviously, having him in our squad is a bonus. And what I miss a lot is like after trainings, the work that we did. And he's honest. He doesn't care about. He was a player. He doesn't care about your feelings. He's just gonna tell you this, and you accept it and you move on and you grow, or you stay where you are and you don't become the player you want to be. So I appreciate that. And also, nobody really talks to me about my 1v1s, but he was the first person ever that talked to me about my 1v1s and how I can be better and effective in
in even the last phase, because a lot of people say, Jeremy, you have to be more statistics, but how? They don't tell me how. Just do it, but how? And he really talks to me how, and that's the first time, and I appreciate that. In 1v1, we all know he can finish, but sometimes you need to slow down to be able to reaccelerate and see the picture. Can you see the big picture? You know, do you see the solution or do you see the problem? When you put your head up, eyes can be pretty deceiving. What do you see? Do you see the problem or you see the solution? The brain will make you see the solution. Sometimes eyes can be deceiving and you see the problem. That's the difference. Pas mal. Oui, Pas mal, très vrai Henry, surtout. hein. Hein. C'était une de ses grandes qualités de bien analyser les situations, les jeux, les adversaires et d'en tirer le maximum de profit avec le talent qu'il avait, évidemment. Thierry Henry, c'est un haut niveau de réflexion. Ouais. Après, il y a peut-être d'autres choses qui ne sont pas passées quand il était entraîneur lui-même, peut-être trop de détails pour certains joueurs. Et il a quand même été Et donc- médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Oui, oui, tout à fait. Mais dans d'autres expériences, ça a parfois être calé à certains moments donnés. Donc voilà. Mais en tout cas, dans les conseils avec les joueurs, parce qu'il n'y a pas que Jérémy qui a été impacté par les conseils, etc. Romelu a discuté des heures avec Écoutez, avec Thierry Henry aussi. Donc ça a été une rencontre entre les uns et les autres qui a été très riche. Et ça justifie aussi la raison pour laquelle il faisait partie de ce staff. Je rappelle qu'il y a des gens qui se demandaient pourquoi il était là. Hein. Donc il a fait progresser beaucoup de gens et les attaquants. Quand vous avez un modèle pareil et que ce modèle-là décide de vous aider, ce n'est que du bonus. absolument. Ok. Ouais. Allez, Doku, et il sera donc l'élément majeur de City contre Newcastle. Haaland aussi, bien sûr. Haaland 16 buts en 8 matchs qualificatifs on en a déjà parlé pour la Coupe du Monde. Record de tous les continents. Il n'y a personne qui a marqué plus forcément. Bon, voilà. À propos de City, encore une dernière petite chose que je voulais vous demander. Est-ce que vous avez encore des nouvelles du fameux procès de Manchester? On ne va pas entrer dans les détails, mais est-ce que vous avez des nouvelles du procès, les fameuses 114 infractions à la législation financière? Parce que moi, j'avais entendu qu'on aurait des nouvelles en octobre. On avait déjà Dans dit notre ça pour l'été, donc on n'a plus de nouvelles depuis... Ça arrive dans la 4-5 mois, vie. hein. Parfois, on vous dit vous aurez des nouvelles à ce moment-là, puis on recule, puis on recule, puis on recule, puis on recule. On connaît ça aussi, nous, donc voilà, c'est pas grave. Mais c'est juste pour dire que je pense que ça va tomber à l'eau à un moment donné. À un moment donné, Je ouais. pense que ça va tomber à l'eau. C'est le monstre du Loch Ness, dans l'eau du Loch Ness. Ils ont C'est peut-être perdu pas- le dossier, hein, finalement. C'est pas... Il y a un côté grotesque quand même. Il y a Ouais. 115 infractions et pour 114. l'instant... moi j'ai lu 115. Moi. Ah, Ils ben, ont il y dû en en rajouter une. Non, un rabais. Mais non, mais c'est un truc de fou. Je sais pas où ils en sont. Non, mais parce qu'à un moment donné, on en parlait tout le temps. Et puis à un moment donné, moi j'ai l'impression, et vous aussi, je pense, on n'en parle plus. Non. Alors que le procès soit reporté ou qu'il y ait encore des histoires à régler, d'accord, on n'en parle plus. Vous avez déjà vu le film Pouvoir de l'argent ou pas? Non. Ça me dit quelque chose, mais... Voilà. Bon, ça doit être ça. Ah. Non, enfin voilà. Les avocats, vous vous souvenez de ce qu'ils avaient dit à City? Ils avaient dit ils étaient capables de faire traîner tellement qu'ils allaient épuiser la première ligue en termes financiers. Non, mais c'est Là, vrai. on y est sans doute. hein. On y est sans doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bon. Bref, Je vous poserai la question, n'en sait pas la plus. même question la semaine prochaine et on verra si ça va. si on aura des nouvelles. Bon, allez, on passe à une autre affiche en Angleterre. Elle est très très belle aussi, évidemment, cette affiche-là, un derby londonien, mais pas n'importe quel derby londonien, parce que c'est le derby du nord de Londres. Et pour parler de ce derby, on accueille avec plaisir Jonathan Ossio. Salut Jonathan, merci d'être avec nous. Tout va bien? Salut tout le monde, oui, tout va très bien. Tout va très bien. Quand c'est pour parler de Première Ligue et certainement du derby du Nord de Londres, tout va toujours très bien. Allez, t'es comme nous alors. Bon, c'est toi qui commentera ce match dimanche sur Play Sport. Ce sera à 17h30 le coup d'envoi. Tu seras sur place à l'Emirates, hein, je crois. J'aurai de la chance d'aller sur place. C'est la première fois que je vais aller découvrir l'Emirates. C'est la première fois forcément que je vais faire le derby de Londres. Donc je suis ravi et je suis très impatient. Ah, mais j'imagine effectivement, parce que c'est toujours un grand moment. D'abord les matchs en Angleterre et puis les derbies à Londres, un petit peu partout, que ce soit à l'Emirates aussi. Même si pour les plus anciens, entre l'Emirates et Highbury, Highbury. Voilà. donc, Highbury, ça bon. c'était Je extraordinaire. ferai un détour par Highbury pour aller au moins voir la Oui, face. c'est tout frais. Vas-y. Ouais, mais il n'y a plus de stade, hein. Non, il y a des logements. Il y a qui ont des été logements construits avec au ouais. milieu des logements, je pense qu'ils ont gardé le rond, si pas le rond Oui, central, le point central où on mettait le ballon. Ils l'ont gardé au milieu. Ça vaut la peine peut-être. Tu nous enverras des photos alors. Hein, Promis. Attends, d'accord. Bon, tu confirmes malgré tout que c'est le derby de Londres parce que c'est le derby le plus chaud. La rivalité entre les deux équipes, elle est inégalée du côté de Londres.
Elle est complètement folle. Elle se traduit surtout par l'attitude des supporters qui, s'il y a bien un match à gagner, ou en tout cas à ne pas perdre, en tout cas pour Arsenal à ne pas perdre, pour Tottenham certainement à gagner, c'est ce match-là. C'est un derby qui est chaud, c'est un derby qui est à chaque fois rempli d'intensité. Et je pense que cette fois-ci, ça ne va pas déroger à la règle. Il va y avoir pas mal d'intensité pour justement peut-être contrer certaines carences que l'une et l'autre équipe peut avoir dans cette période. Parce qu'on parle beaucoup d'un Arsenal qui est dominant et à juste titre, ils sont très bons, ils sont très en place. Mais on a senti il y a 2 semaines, lors de la rencontre contre Sunderland, qu'il y avait peut-être quelque chose, pas qui s'effritait, mais peut-être un peu de doute qui s'est installé avec les 2 buts encaissés. Et de l'autre côté, Tottenham, on connaît la situation actuellement. Ils sont moins à l'aise à la maison, ils sont très bons à l'extérieur, mais donc tout n'est pas encore complètement en place. Et donc je pense qu'ils vont compenser ça d'une manière ou d'une autre par une intensité folle, justement pour faire plaisir aux fans. Ok, donc l'exploit, la question, pour résumer la question, l'exploit est-il à la portée des Spurs ? Oui ou non ? Je pense que oui, parce que c'est le bon moment. Comme je viens de dire, Arsenal a pris 2 buts, donc ça veut dire que la force défensive, elle n'est pas effritée, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas sur un match qu'on va tirer une conclusion, mais c'est clair que le fait d'avoir pris 2 buts, ça peut peut-être rentrer un petit peu dans la tête des joueurs d'Arsenal. Et puis il y a l'actu aussi, il y a Gabriel qui est visiblement blessé, qui sera normalement pas fit à Noël pour le match de dimanche. Gabriel, c'est quand même la pierre angulaire de cet Arsenal, de cette défense, de cette solidité défensive. Le fait qu'il ne soit pas là, ça pourrait forcément un petit peu mettre à mal le bloc ou l'organisation défensive de Mikel Arteta. Et puis voilà, le fait que Tottenham est la meilleure équipe à l'extérieur, ils sont encore invaincus à l'extérieur, ils vont jouer dans une circonstance de match qui leur est favorable aussi, je pense, parce qu'il va y avoir un duel tactique entre Thomas Frank d'un côté, entre Mikel Arteta de l'autre. Mikel Arteta, le boulimique tactique, qui a envie d'une maîtrise complète des détails sur une rencontre. Thomas Frank, il va peut-être pouvoir profiter de ça en essayant d'aller jouer les contres, de jouer sur les phases arrêtées, que sais-je. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment moyen et la place pour Tottenham d'aller créer une petite surprise. Maintenant, il va quand même falloir avoir un haut niveau pour aller bousculer Arsenal. On ne va pas se mentir, je ne suis pas en train de dire que la surprise elle est déjà actée, mais il y a moyen. Ouais, je pense vraiment qu'il y a moyen parce que le contexte global, au moment où on se parle, il n'est pas favorable à Tottenham à 100%, mais il est un peu plus favorable qu'il y a un mois, par exemple. D'accord. Je vais rebondir parce que je commentais le match Sunderland-Arsenal, donc je peux en effet confirmer que Jonathan a raison. On a vu dans ce match-là, alors non pas des faiblesses, ça c'est sans doute un peu aller trop loin, mais qu'en tout cas, c'était une équipe qui était possible aussi. Je parle souvent de ces équipes qui ont la maîtrise du jeu, quand on va parfois les chercher sur le plan un peu plus athlétique, ou comme Jonathan disait maintenant, dans ces transitions et dans ces courses, il y a moyen de leur faire vraiment mal. Et Arsenal joue à domicile, donc ils vont devoir assumer leur statut de match et de favori à domicile. Oui, Phil. Et la dernière fois qu'ils avaient encaissé 2 buts, c'était au mois de mai l'année dernière. 2 fois successivement, la défaite contre le PSG en Ligue des Champions et puis un match nul face à Liverpool. Depuis, ils n'avaient plus encaissé 2 buts. Donc, c'est peut-être pas un tournant, mais enfin, c'est un signe que peut-être il y a une possibilité pour les Spurs. On verra. En tout cas, les stats, elles ne sont pas du tout à l'avantage de Tottenham. Quand on regarde les résultats des dernières années, 14 matchs à domicile sans défaite pour les Gunners. Ça veut dire que la dernière victoire de Tottenham face aux Gunners, en déplacement chez les Gunners, c'est il y a 15 ans. Et puis, Arsenal reste aussi sur 6 matchs à domicile ou à l'extérieur sans défaite. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Est-ce que c'est une question de derby, peut-être de derby, de talent, de moyens, de gestion, quoi ? De talent, de moyens, de gestion, de probablement un peu tout. Après, sur la qualité, moi je vous ai déjà dit ce que je pensais de la qualité du noyau de Tottenham. Moi je trouve que c'est un noyau qui est monstrueux. Ouais. Mais ils ont aussi, et on va en parler dans un instant, mais ils ont aussi une liste à rallonge là, de joueurs qui sont blessés. Mm-hmm. Donc voilà, comme je sais qu'on en parle, je ne vais pas trop en dire maintenant, mais c'est 2 très très bons noyaux. Après, je pense qu'il y a plus de stabilité du côté d'Arsenal. C'est le mot que je voulais entendre. Voilà. Notamment au niveau du coaching. On a beaucoup changé de coach ces dernières années du côté des Hotspurs, parce qu'on a dit Hotspurs, c'est pas les Spurs tout court, qu'Arsenal avec Arteta qui est là quand même depuis un bon bout de temps et qui progresse peut-être lentement, mais chaque année on a quand même l'impression qu'il y a du progrès. J'ai pas l'impression qu'on voit la même chose à Tottenham de saison en saison. Tu es d'accord avec ça, Jonathan ? Parce que moi je vais citer les entraîneurs de Tottenham. Arteta est arrivé en décembre 2019. Il est évidemment toujours là. Et depuis 2019, à Tottenham, il y a eu 5 entraîneurs. Mourinho, Espirito Santo, Conte, Postecoglou, Thomas Frank, sans compter les intérims.
Et tu es d'accord que dans le football, il y a quand même un élément qui est important, voire prioritaire, c'est la stabilité, la continuité. On est d'accord ? Très clairement, la stabilité pour les clubs, la régularité pour les joueurs, ça va de pair de toute façon, mais c'est clair qu'il y a cette envie de résultat, de trophée qui existe depuis des années, mais qui a été partiellement comblée l'année passée par Tottenham. Mais c'est vrai que ça n'aide pas d'avoir en plus des entraîneurs, pour la plupart, qui avaient le sang chaud par le moment. Et donc, c'est pas toujours facile de tenir un vestiaire quand vous arrivez, quand vous débarquez, que vous tirez peut-être un petit peu la couverture sur vous aussi. Ça met un petit peu d'ombre sur certains joueurs. Peut-être qu'ils apprécient pas ça. Ça, Jean-François, qui a connu les vestiaires pro, peut en témoigner peut-être de manière un peu plus précise que moi. Mais c'est clair que les choix, en plus des entraîneurs, étaient peut-être pas toujours cohérents dans la volonté de stabilité de ce club. Ici, avec Thomas Frank, on pouvait se dire en début de saison que c'était, au vu des résultats de ce début de saison, que c'était un choix qui était plutôt positif pour aller dans ce sens-là. Maintenant, force est de constater qu'il n'a pas encore véritablement mis sa patte tactique. En tout cas, c'est une observation qui est faite par pas mal d'insiders, c'est pas mal de consultants en Angleterre aussi. Il n'a pas vraiment encore mis sa touche, mis à part sur phase arrêtée, mais sur phase de plein jeu, en termes de construction, on sent que ça patauge encore un petit peu. Alors, les blessés sont sans doute une des raisons, mais ça ne peut pas être la seule raison. Bah, écoutez, oui, ils ont un gros noyau, ils ont des blessés, ils ont beaucoup d'entraîneurs sur les dernières années. Il faut que ça se stabilise un petit peu. Oui, mais pour rebondir simplement, c'est qu'un coach, Arteta, fait 5 ans, et 5 ans, pas de tout repos, hein, avec des hauts et des bas, et malgré ça, ils ont continué dans le même projet. Ça veut dire un plan. De l'autre côté, c'est 5 entraîneurs, ça veut dire à peu près 5 plans. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, on change tout le temps. Est-ce que ça coûte ? Est-ce que ça coûte ? Oui, mais en dehors de ce que ça coûte, parce qu'on va partir du principe que s'ils le font, c'est qu'ils ont les moyens de le payer. Mais c'est pas ça, c'est ce que ça a comme impact, et Jonathan l'explique sur cette manière parfois aussi. Enfin, Postecoglou l'année dernière. Je ne sais pas s'il a fait du bien ou du tort à ce club, mais on balaye tout pour recommencer autre chose, pour avoir une autre dynamique, pour avoir une autre empreinte, pour avoir un autre ADN de jeu. Et donc, dans tout ça, et puis là où je le rejoins, c'est que quand il y a certains entraîneurs qui arrivent et qui mettent leur ego en plus, parce qu'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est mettre son ego en comparaison avec ses joueurs. Là, c'est le drame. Donc je pense qu'il y a une gestion extra-sportive qui est compliquée. On va reparler de Tottenham dans un petit instant, mais je voudrais revenir aussi à Arsenal, parce que le bilan à l'heure actuelle est évidemment très bon, malgré les 2 points perdus, et ça peut arriver. Même si, Phil, je me souviens que la semaine dernière, ou en tout cas il y a 2 semaines, toi et Serge, j'ai dit non, il ne se passera rien pour Arsenal à Sunderland. Non, j'ai dit que leur surnom, c'est le Black Cat, donc Sunderland pouvait poser problème. Peut-être j'avais dit aussi. Ouais. Mais moi, je voulais revenir sur le dernier titre. 2004, les Invincibles, saison 2003-2004. Intéressant de comparer les statistiques des Invincibles après 11 matchs et celles des joueurs actuels. Après 11 matchs, regardez, on se rend compte que ils sont presque dans les temps, là, les petits jeunes, entre guillemets, mais en tout cas ceux de cette époque-ci. Un petit point en moins, mais une différence. Est-ce qu'il vous donne l'impression de maîtriser aussi bien que de maîtriser les Invincibles à l'époque ? Non, mais ce sont des chiffres, je trouve, non. Si, non, mais c'est là, au jour d'aujourd'hui, au moment T où vous montrez, oui, je suis d'accord avec vous. Après les avoir vus à Sunderland, je me dis, en effet, j'ai la même réflexion, c'est de me dire, vers quoi vont-ils ? On ne sait jamais très bien avec eux. Il y a des moments où ça va un peu moins bien, donc on verra. Oui, mais c'est un bon moment pour voir comment ils vont gérer une petite phase de déstabilisation, ce match nul, la trêve internationale, une blessure importante au niveau de la défense. Ça, c'est un bon match test dans ce derby-là, justement. S'ils passent cet écueil-là avec brio... Ce que je veux juste demander à Jonathan, c'est qu'il nous fasse un témoignage à partir de ce week-end, parce qu'il paraît qu'Arteta se mêle maintenant de l'ambiance qu'il va y avoir dans le stade aussi. Ah bon ? Et donc, voilà. Tu peux nous en parler un peu ou pas ? C'est vrai qu'il a demandé, c'était il y a 2 semaines, je pense, il a dit, communication évidemment de coach envers ses fans, que le public était formidable, mais qu'il attendait quand même un petit peu plus d'ambiance, que les joueurs soient un peu plus portés. Alors c'est toujours un petit peu le fait la poule, hein. Dans ces cas-là, les supporters qui disent oui, mais nous on veut des résultats pour donner de la voix, et puis les joueurs et le staff qui disent oui, mais nous pour avoir des résultats ou pour performer mieux, forcément il faut qu'on soit aussi soutenus. Bon, là, moi, je n'ai pas envie de donner plus raison à l'un qu'à l'autre. Je pense surtout qu'effectivement, Arteta doit essayer de prendre avec les supporters
Philippe, tu l'as dit, dernier titre, ça remonte à il y a loin, à trop loin, beaucoup trop loin, beaucoup trop long. Donc les supporters, ils ont envie d'un titre pour pouvoir vibrer, et c'est normal qu'ils soient sans doute un peu plus exigeants quand on voit les moyens qu'il y a dans cette équipe-là. C'est vrai, bon, le Et dernier. vous parliez, je me permets de rebondir aussi sur ce que vous disiez. C'est vrai, je suis d'accord avec Philippe, ça va être un bon test, un excellent test en termes de grinta et de force de remise en question aussi en quelque sorte, mais c'est même pas simplement un test, c'est un triptyque en fait, parce qu'après il y a le Bayern et il y a Chelsea, donc c'est une semaine de l'enfer que ça s'apprête à jouer les gars d'Arsenal. Ah oui, c'est chaud avec les matchs européens, bien entendu, et que des affiches. Il faut suivre le rythme. Mais bon, pour être champion d'Angleterre, on sait qu'il faut tout. Il faut la qualité technique, tactique, et puis il faut être bon sur la distance. Ça, c'est le championnat qui veut ça. On parle de Tottenham encore un petit peu. On en a déjà parlé. 5e, un partage face à Manchester United lors de la dernière rencontre. Un parcours quand même, et on en a aussi déjà parlé quelques instants. Parcours à domicile catastrophique, avant-dernier avec 5 points sur 18, et alors à l'extérieur, parcours extraordinaire, ou en tout cas magnifique, 13 points sur 15. C'est le meilleur bilan. C'est quand même étonnant. Oui, mais en jouant sur 2 armes principalement, c'est la transition et la phase arrêtée. Ouais. Donc, c'est ce qui explique. En partie aussi, parce qu'on applique plus facilement ça à l'extérieur que chez soi. Chez soi, on doit prendre les choses en main. Mais ça veut dire qu'il y a des lacunes à domicile quand même. Ça veut dire qu'il y a des lacunes dans le jeu, qu'on est trop dépendant de ceci ou cela. Oui, mais c'était une des premières qualités de Thomas Frank, je pense, en tant qu'entraîneur. Il a su faire ça à Brentford aussi. D'ailleurs, la saison dernière, avec Brentford, ils étaient quasiment parfaits à domicile en première moitié de saison et quasiment parfaits à l'extérieur en deuxième partie de saison. Moi, je crois que c'est quand même un très bon signe pour une équipe prise par un nouvel entraîneur. Évidemment, c'est décevant de ne pas gagner à domicile, mais aller prendre autant de points en déplacement dans un championnat aussi compliqué, ça, c'est quand même un très bon signe, je pense. Étonnant. Jonathan, tu as un avis là-dessus? Est-ce que c'est le terrain à Tottenham qui n'est pas bon? Est-ce que on joue au foot américain. Est-ce que le vestiaire est trop petit? On parlait d'ambiance avec Arsenal, c'est un peu le problème aussi à Tottenham. On va pas se mentir, l'ambiance, le stade est absolument magnifique. Il mériterait une ambiance qui soit quand même un peu plus chaude justement pour porter les joueurs. Et là, c'est pas une question de poule ou d'œuf ou de quoi que ce soit. C'est vraiment les supporters qui doivent donner beaucoup plus de voix, qui doivent être beaucoup plus présents. Face à Chelsea, ils ont donné de la voix pendant 10 minutes et puis après, on ne les a plus entendus en fait. Et il n'y a pas eu ce sentiment d'avoir un 12e homme derrière. Je pense que ça pose un problème et peut-être que l'infrastructure du stade, je ne sais pas quel impact ça peut avoir sur un joueur. Le fait que ce soit un monstre, quand vous êtes au centre du terrain, vous êtes vraiment minuscule par rapport au stade, par rapport aux tribunes. Il y a une espèce de mur qu'ils ont voulu similaire au mur jaune de Dortmund. C'est impressionnant, mais je ne sais pas est-ce qu'ils sont impressionnés de jouer à la maison. Est-ce qu'ils ont maintenant, à force de connaître les résultats qui ne sont pas bons à la maison, cette pression de se dire « Oh là là, il va falloir qu'on gagne ». Et donc, c'est un frein, une paralysie dans les jambes. Je ne sais pas, je ne suis pas à la place des joueurs, je ne suis pas dans le vestiaire, mais c'est vrai que ça pose de grosses questions. Je pense effectivement qu'à un moment donné, ça joue, comme souvent dans le foot. Beaucoup de choses se passent dans la tête. Bon, ben voilà, on verra la suite des... C'est dans la tête, docteur. C'est dans la tête, docteur, et je ne suis pas docteur, ni vous. Donc voilà. À ma connaissance, non. Pardon? À ma connaissance, non. On va la laisser avec le... moi, presque, j'ai ChatGPT. Voilà. Presque alors, on est sauvés. Bien. À propos de Tottenham, on a dit effectivement que ce noyau était très riche. On a abordé les blessés. On va revoir ensemble quels sont les joueurs maintenant qui, du côté de Tottenham, sont susceptibles de revenir, tout en sachant que Maddison, Kulusevski et Kolo Muani. Madison, c'est pour toute la saison. Voilà, ça, ce sont des blessures de plus longue date. Kolo Muani, c'est un peu moins clair, mais il s'est quand même fracturé la mâchoire. Alors, il ne sera pas opéré, mais peut-être, on annonce un retour pour janvier, mais peut-être ce sera plutôt s'il joue avec un masque. Et puis tous les autres dans la colonne de gauche qu'on a vus, c'est tous des joueurs qui sont susceptibles de jouer ce week-end, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'on dit sur les sites officiels. Il y a quand même du beau monde aussi, donc ça peut aussi jouer d'avoir des retours importants dans le noyau. Effectivement, il y en a au fil des semaines. Il faut que ça continue, mais on verra. Vous savez quoi, pour savoir, il n'y a qu'une solution. Regardez le match au week-end. Ça, c'est clair. Voilà, oui. C'est tout. Avec Jonathan, donc, aux commentaires, on va te laisser à la préparation de ton match, même si, entre nous, tu l'as déjà un petit peu préparé. Avec nous, là, non? C'est déjà ça de fait, non?
c'est déjà ça de prix. Maintenant, il y a encore plein d'autres choses à préparer pour les autres matchs, parce que j'ai un petit peu de boulot quand même aussi pour les autres matchs de Première Ligue. On essaie de faire ça bien quand même sur PlaySport. On imagine et on le sait depuis le début de la saison. Merci beaucoup. On te souhaite un bon voyage. J'ai entendu qu'il y avait un risque de grève. C'est possible, ça? Mais il y a des grèves en Belgique, lundi, mardi et mercredi prochain. J'espère qu'en Angleterre, il n'y en a pas. Donc, y aller, ça ne se posera pas de problème. Le retour, je ne sais pas si je reviendrai. On verra bien. L'important, c'est surtout d'y aller. Le retour, bon, l'important, c'est surtout d'avoir le match. C'est moins grave, d'avoir le match. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Jonathan, et on t'écoutera avec plaisir et tu repasses par l'émission quand tu veux, bien entendu. Salut à tous. Merci. Ciao. Salut, Merci. ciao. On enchaîne avec le programme de PlaySport pour les matchs anglais. On a déjà parlé des deux belles affiches. Il y aura aussi Burnley face à Chelsea. C'est par ce match-là que la journée va commencer. Liverpool-Nottingham, ce sera avec toi, Jean-François. C'est moi, oui, à 16h. Avec un Liverpool samedi. qui doit aussi, qui doit réagir après la claque reçue à City. Mais bon, Nottingham est avant-dernier. Newcastle face à Manchester City, on en a parlé. Et puis, il y a aussi des matchs le dimanche, évidemment, avec Leeds, Aston Villa et Arsenal. Tottenham, le derby du nord de Londres, qui n'a plus de secret pour vous. Ou presque. On passe aux affiches de la Bundesliga maintenant. Et avant cela, un petit retour aussi sur les prestations des Belges lors de la dernière journée de Bundesliga. On constate qu'il y a, comme souvent en Allemagne, c'est un peu les mêmes qui sont titulaires. Sambi, Théâtre, Linen. Sambi Lokonga qui continue à jouer quand même très régulièrement en étant titulaire pour Hambourg. Ça, c'est la bonne nouvelle pour lui. Et puis Théâtre, il est toujours à 100%. Lui. Mbangula qui a marqué. Cette dynamique qui n'est pas venu en équipe nationale. Par contre, ça, je dois dire, c'est un grand point d'interrogation. Est-ce qu'il a dans la tête de changer de sélection ou pas? J'en sais rien. Mais enfin voilà, c'est impactant en tout cas sur le fait qu'il n'était pas avec les espoirs durant cette trêve. Ouais. Et puis Batshuayi n'a pas joué, ça c'est habituel. Al-Dakil n'a pas joué non plus. Il faudrait qu'il reprenne un petit peu plus de temps de jeu. On en a déjà parlé dans cette émission. Une affiche en Bundesliga sur PlaySport, c'est Leipzig-Werder. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même un bon match parce que Leipzig est deuxième et à 6 points du Bayern et le Werder 8e. Est-ce que la logique va être respectée? En principe, oui, avec Leipzig deuxième. Ils sont favoris de la rencontre. Attention, parce que le Werder est sur une dynamique. Ils ont été battus. Hein. Oui, mais enfin, ils font un bon début de saison alors qu'ils ont eu beaucoup de saisons. Mais c'est vrai qu'ils sont dans une bonne dynamique et surtout par rapport à la saison dernière. Voilà, oui. Puis bon, enfin, le championnat d'Allemagne est très particulier parce que je trouve que ce sont souvent des rencontres très ouvertes où il peut se passer à peu près tout, à part quand c'est le Bayern. On sait qu'il va gagner. Mais pour les autres... Et puis c'est un coach Leipzig qui connaît quand même très très bien le Werder. Justement, bon, moi je voudrais qu'on parle des deux coachs, parce qu'ils ont un profil intéressant tous les deux. Ce sont des entraîneurs qu'on ne connaît pas très très bien. Tout d'abord, l'entraîneur de Leipzig, Ole Werner. Effectivement, il fait du bon travail puisque il est deuxième et que la saison dernière c'était assez catastrophique. Effectivement, comme tu le dis, Phil, ancien du Werder Bremen, il a fait du bon travail, il est resté 5 ans quand même. Oui, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec les jeunes, dans un club pour lequel il a joué aussi, donc c'est très traditionnel allemand, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de fidélité à l'endroit d'où on vient, où on a joué, où on a progressé. Il est arrivé au Werder, il est resté 4 ans, ça n'a peut-être pas été superbe, mais enfin, en tout cas, il a obtenu une place à Leipzig, qui est quand même un niveau au-dessus encore, donc... Il est jeune, hein? Un jeune entraîneur, il a 37 ans. Oui, d'ailleurs, il y en a un qui est jeune, il y en a un qui est plus vieux. Et ils ont le point commun, c'est qu'ils n'ont pas des carrières de joueurs extraordinaires, des vrais passionnés. Mais alors, c'est parce qu'on va parler de l'autre maintenant. Oui, or Stephen, on va aussi voir son profil. C'est extraordinaire parce que est-ce que c'est pas sa première expérience, lui, en Bundesliga, dans un club comme ça? Alors oui, il a eu les Allemands en U21. En 88-90, mais ça remonte déjà. Pour le reste, ça je parle de comme joueur, je pense. Donc il a été sélectionné chez les jeunes. Ouais. Mais pour le reste, son parcours d'entraîneur, c'est relativement étonnant de le retrouver là maintenant. C'est rare.
ça. Oui, mais je dirais que c'est pas inhabituel en Allemagne. Il y a quand même. Mais quand ils sont jeunes, non. Mais quand il n'est pas jeune, lui, Philippe, il a 56 ans. D'accord, mais ils savent aussi attendre chose parfois. contre les gens de 56 ans? Non, rien du tout. Mais c'est simplement pour dire que. Non, mais regardez Nagelsmann aussi, il est beaucoup plus jeune. Oui, mais lui, il est très jeune. Oui, non, mais bien sûr, mais justement, c'est toutes ces flopées de jeunes entraîneurs allemands qui sont arrivés et qui ont marqué la génération de maintenant avec Nagelsmann, etc. Voilà, mais lui, il est complètement anachronique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sa première expérience à ce niveau-là, et il a 56 ans. Moi, ce que j'aime bien en Allemagne, c'est qu'on ne recycle pas systématiquement les mêmes. Il y en a quand même d'autres qui apparaissent chaque saison et qui peuvent faire des résultats. Parfois, ça ne dure pas, mais... on recycle à l'envers. Ici, on recycle avec des vieux. Lui, c'est sa première expérience en Bundesliga. C'est quand même quelqu'un qui vient... en Angleterre, on les voit quand même tourner. Hein, coachs, en Italie aussi. Hein. En Allemagne, c'est moins le cas. En Italie, rappelez-vous, il y a eu aussi un cas similaire avec Maurizio Sarri. Vous vous souvenez, qui a eu une très très belle carrière, mais dont la carrière en Serie A a commencé, je pense, très tard. Très tard, et aux alentours de ça arrive quand même. Oui, mais voilà, on verra, mais ça, la sagesse de l'expérience. C'est en tout cas intéressant ce constat-là, ce constat de dire il y a deux entraîneurs. Je ne sais pas l'impact qu'ils auront sur le match de ce week-end, ça on verra. Mais enfin, bon, je veux dire, il y en a un qui travaille très bien avec Leipzig, l'autre qui a l'air de bien travailler aussi avec le Borussia Mönchengladbach, donc c'est un bon match. Et le premier peut être le fils de l'autre. Qu'est-ce que j'ai dit? Avec le Werder Bremen. Ok, un dernier mot avant de conclure l'émission. Il y a quand même une connexion avec la Belgique. Pour ces deux clubs à Leipzig, il y a Bakayoko, il y a Ezekiel Banzuzi, ancien joueur de HL qui est néerlandais, mais qui est passé donc par la Belgique. Et du côté du Werder, Mbangula, Linen, Deman qui est blessé. On peut ajouter aussi Puertas, Boniface qui sont passés par l'Union Saint-Gilloise. Il y a beaucoup de connexions comme ça. Donc si vous aimez le football belge et que si vous voulez revoir des joueurs qui vous ont plu, notamment à l'Union Saint-Gilloise, vous pouvez regarder. Mais ça veut dire aussi que la Bundesliga a un regard très particulier sur notre compétition à nous. Oui. Ça veut dire ça aussi. Ces clubs-là, notamment, sont des bons tremplins pour des joueurs qui restant là-bas, peuvent peut-être encore rêver d'avoir mieux après. On a eu Openda, même si la situation d'Openda à l'heure actuelle est quand même assez compliquée. Openda qui était du côté de Leipzig durant plusieurs saisons. Le programme des matchs allemands de Playsport avec vendredi un certain Mayence Hoffenheim. Le Bayern, il a perdu 2 points face à l'Union Berlin lors du dernier match. Est-ce que les Bavarois vont se reprendre face à Fribourg? Oui. En principe, oui. Cologne face à Francfort, on verra la prestation de théâtre. Batshuayi, lui, il est toujours sur le banc. Et puis Leipzig face à Brême. Voilà pour le programme et voilà pour cette émission qui se termine. Merci Phil, merci Jean-François. Je dois rappeler encore à tout le monde que cette émission, si vous la loupez le mercredi, vous pouvez la retrouver puisqu'elle est reprise sur le site de Sudinfo. Donc c'est une autre possibilité pour voir cette émission ou pour la revoir. Les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous l'écoutez en podcast, ça fonctionne aussi. Quand vous l'écoutez dans votre voiture, ça fonctionne très bien. Exact. Et puis les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, X ou Instagram. Merci de votre fidélité à PLB Club, au foot allemand, au foot anglais et vive les Diables Rouges. Encore merci Jean-François, encore merci Phil. Merci à vous tous et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.